Bonjour les amis, alors faut-il savoir parler anglais pour devenir développeur? C'est un sujet qui me tient à cœur et j'ai voulu faire intervenir deux personnes vraiment formidables, Sophie du blog coursdejaponais.com et Véronique du site tradanim.com. Pour répondre à la question, eh bien non, il n'est pas nécessaire de parler anglais pour coder, par contre c'est obligatoire de lire l'anglais et ça pour deux raisons. La première, c'est que quand vous serez confronté à des problèmes, vous aurez besoin de trouver des solutions et souvent elles sont en anglais. Et la deuxième, c'est pour vous former. Là aussi, la majorité des informations à jour sont en anglais. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Eh bien, tout simplement parce que j'étais pas forcément très bon à l'école en anglais et j'avais entre 10 et 8 de moyenne vers la fin et je comprenais pas comment les autres arrivaient facilement. Je pensais que le cerveau était câblé pour apprendre une langue ou ne l'était pas. Et donc mes amis qui à l'école écoutaient de la musique et comprenaient les paroles des chanteurs, c'était ok pour eux. Et bien, pour moi, tant pis. Et finalement, non, parce que j'ai vraiment progressé en anglais quand j'ai commencé à entrer dans le monde professionnel où j'en ai eu besoin. J'ai dû me mettre dedans et j'ai fait beaucoup d'erreurs parce que j'ai essayé de mettre en place des méthodes personnelles pour apprendre plus vite, pour apprendre mieux. Et j'ai vu avec les années que finalement, il y avait des choses qui existent, notamment autour des mécanismes d'apprentissage du cerveau. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire appel à Sophie et Véronique pour vous expliquer tout ça et vous montrer aussi qu'il y a d'autres façons d'apprendre que celles qu'on a connues à l'école et qu'on peut apprendre autrement que dans la douleur. Vous allez peut-être aimer cette vidéo, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et vous pouvez aussi également retrouver tout le contenu qui concerne le code sur coderpourchangerdevie.com. Voilà, je vous donne une petite anecdote. À un moment, j'ai dû travailler avec des personnes dans ce qu'on appelle en offshore. C'était dans un grand groupe. Il y a 3 personnes qui étaient venues d'Inde pendant 1 an pour s'imprégner des projets en France et pour pouvoir faciliter le codage à distance parce qu'il y avait des entités en France qui codaient puis des entités en Inde. Également aux Philippines et j'ai eu la chance de me retrouver avec ces personnes donc, qui sont venues, même la personne avec qui je travaillais aux Philippines est venue en France à la même période et ces personnes se sont senties vraiment seules parce qu'à la machine à café il y avait beaucoup d'ingénieurs finalement autour de la table qui sur leur CV savent parler anglais, il n'y a pas de problème, etc. Donc en général pour trouver un job tout le monde met qui parle anglais sur le CV, mais quand il faut le faire réellement c'est une autre histoire et moi j'étais vraiment j'avais de la peine pour eux parce qu'ils étaient tout seuls, isolés, personne n'osait venir les voir, etc. Donc moi j'y suis allé, je parlais pas très bien, j'ai fait plein d'erreurs, on se comprenait pas, mais on a beaucoup rigolé et j'ai beaucoup progressé grâce à eux, aussi grâce au fait d'aller chercher des informations sur internet sur le côté lecture. Et c'était top, on a même passé des soirées en dehors de l'agence, on était tous ensemble, on discutait. Alors on discutait avec les moyens qu'on pouvait, mais il y avait vraiment une connexion et ça m'a motivé encore plus dans l'apprentissage des langues. Voilà, c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de retrouver ces 2 interviews. Alors je vous mets les liens dans la description où vous allez retrouver les interviews complètes pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais vous mettre juste après des extraits des vidéos de Sophie et de Véronique. Voilà, j'espère que vous allez prendre plaisir avec ces 2 personnes qui sont vraiment formidables et qui donnent vraiment envie d'aller plus loin. C'est parti. Bonjour Sophie, merci d'être là. Merci à toi. Que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, donc je suis Sophie Thomas, professeure de japonais depuis 2013. Et puis, depuis janvier 2020, j'ai lancé ma formation en ligne de japonais, dans laquelle j'accompagne les débutants qui veulent se lancer dans l'apprentissage du japonais entièrement depuis Internet. Voilà, je les accompagne du niveau 0 jusqu'à ce qu'ils soient autonomes pour leur voyage au Japon. Bonjour Véronique, je te remercie d'accepter de me rejoindre dans cette interview. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ton activité, ton pourquoi et le blog qui se cache derrière toi? D'accord, ok. Alors, je suis Véronique Van de la Belle. Merci beaucoup de me recevoir. Et en fait, ce que moi je fais, ma passion, c'est les langues. C'est les langues et l'enseignement. Et donc, j'ai combiné cette passion-là pour me dire comment je peux aider les gens à apprendre les langues, mais de manière plus facile.
puisque on le sait, notre parcours, et moi, le mien a commencé comme ça aussi, en voyant autour de moi mes camarades de classe qui tombaient comme des mouches parce qu'ils étaient dégoûtés des langues, qui ne voulaient plus aller au cours, qui trouvaient ça pas chouette. Mais tout ça, ça a des conséquences pour plus tard et ça fait en sorte, ça donne comme résultat qu'on a parfois des adultes qui sont complètement bloqués, qui ont complètement parfois même des phobies des langues et voilà, ça c'est vachement triste. Normalement, on est quand même censé avoir tous à peu près le même cerveau. Voilà. C'est juste qu'on active plus ou moins des zones en fonction de ce qui nous passionne, faut dire ce qui est vrai. C'est pas une question de est-ce que je suis fait pour ça ou pas, c'est juste une question de est-ce que je fournis les efforts pour le faire. Tous capables d'apprendre une langue étrangère, il y a juste plusieurs chemins à emprunter, qu'on peut emprunter, et puis surtout, il y a des méthodes d'apprentissage. Il y a des personnes qui vont avoir une mémoire plutôt visuelle, qui ont besoin vraiment d'être stimulées au niveau, je sais pas, des couleurs, des mots, etc. Il y en a qui préfèrent passer par l'auditif, d'autres ça va être la mémoire de la main. Donc, on peut tous aborder une langue, mais de la manière qui nous convient le mieux. Beaucoup d'élèves qui se lancent dans l'apprentissage du japonais et qui me disent « Moi, j'ai toujours été nulle en langue, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, je parle rien du tout. » Mais j'ai vraiment envie d'apprendre le japonais parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de pouvoir échanger avec des Japonais. Et c'est ce facteur-là qui va vraiment compter dans ta progression. Est-ce que tu as envie, est-ce que ça va vraiment changer ta vie en bien d'apprendre une nouvelle langue? Pourquoi vous faites ça que pour les enfants? Nous, on aimerait bien un peu la même chose, mais pour nous, adultes. Parce que nous, adultes, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que quand le téléphone sonne et qu'on voit que le numéro du fournisseur ou du client, c'est on va devoir parler anglais ou néerlandais, on a des sueurs froides et voilà, c'est très difficile. Donc, il y en a qui font partie du monde politique aussi. Ils disent, oh là là, quand je dois donner un discours, etc., c'est vraiment une catastrophe, une vraie souffrance pour moi. Alors, clairement, oui, ta dernière question, est-ce que le jeu peut m'apprendre? Oui, je suis en train de sortir un livre là-dessus qui apprendre les langues comme ça change tout et qui donc justement explique à quel point si on met en place des choses comme le jeu et les émotions et qu'on prend en compte tout ça, mais évidemment qu'on va faire un bond en avant. Ce qu'il n'y a souvent pas dans l'enseignement classique, que ce soit en Belgique ou en France, c'est la connotation au sens. Le fait de lier les apprenants à quelque chose qui est utile et qui est concret pour eux, qui a du sens pour eux. Et donc, souvent, c'est interro des temps primitifs pour la semaine prochaine et tout le monde doit se taper une liste, mais ils n'ont pas compris comment on les utilise, à quoi ça va leur servir et on fait des exercices sur John, ton la pelouse et en fait, personne n'en a rien à faire de phrases sorties de leur contexte. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire en sorte de parler de la réalité de la personne. Un jeune, il s'intéresse à quoi? Un adulte, un professionnel qu'on doit aider, c'est justement parce qu'on est dans son domaine d'intérêt que ça va marcher. Et souvent, l'école a perdu le sens entre ce qui intéresse vraiment l'élève et ce qu'on lui fait faire. Et donc là, il y a un décrochage terrible. Alors, justement, c'est intéressant parce que dans le livre Fluent Forever, je ne sais pas si c'est un livre que tu connais, mais c'est un livre que voilà, je me suis lancée dans sa lecture parce que c'est vraiment intéressant pour comprendre comment on fonctionne, nous, en tant qu'êtres humains, pour apprendre des langues étrangères. Et il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est quand il disait que concrètement, un enfant, vraiment un enfant qui ne parle encore aucune langue, il lui faut à peu près 6 ans pour maîtriser sa langue maternelle. Sauf que c'est 6 ans non-stop à lui parler H24 dans sa langue maternelle. À partir de l'âge de 6 ans, on considère qu'on maîtrise plus ou moins notre langue maternelle. Donc 6 ans H24 dans ta langue, c'est assez long comme période. Un adulte, il n'a pas besoin d'autant de temps. Il peut, en quelques mois ou quelques années, à raison de quelques heures par semaine, maîtriser une langue. Donc, si on fait la comparaison, on va dire qu'un adulte apprend plus vite qu'un enfant les langues. C'est juste que les enfants, il y a peut-être moins besoin de répéter. Ça, c'est vrai. Déjà, l'apprentissage que nous, on a, j'allais dire subi, c'est presque un lapsus. L'apprentissage qu'on a subi à l'école n'est pas forcément pertinent. Typiquement, moi, ce que j'ai reçu comme enseignement à l'université de japonais, donc j'ai étudié à l'université à Paris, vraiment ça m'a un peu traumatisée, voire dégoûtée du japonais, ce qui est dommage quand on est passionné de ça, parce que vraiment on va te dire, bon bah voilà, tu as une liste de tant de mots de vocabulaire, et puis bah tu dois la maîtriser pour le lendemain ou pour la semaine prochaine, et du coup tu te retrouves face à ça, en tant qu'étudiant, tu te dis, mais enfin je fais comment pour maîtriser ce vocabulaire?
et on te donne pas les outils. Ce que j'ai vraiment fait, ce que j'ai mis à disposition pour mes propres élèves dans ma formation, c'est justement tous les outils qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent hacker, on va dire, un peu ton cerveau. Enfin, mon intention, c'est vraiment de dire que si on est focus sur son objectif, qu'on a du plaisir, que ça a du sens d'atteindre cet objectif-là, parce que vous voulez arriver à faire votre montage, votre programmation, voilà. Si vous avez clairement dans l'idée, ok, c'est là que je veux arriver, il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Quand on n'a pas le temps, à part vous conseiller de prendre le temps, de rendre tout ludique et marrant. Donc, si je dois apprendre un discours qui compte 5 paragraphes, 5 morceaux, je vais réaliser des petites fiches très ludiques et je vais en mettre une aux toilettes, une dans ma voiture, une dans mon armoire, etc. Et je vais en fait parsemer ma maison ou mon environnement avec des petits trucs comme ça. Et donc, je n'ai pas le temps, mais je rentre dans ma voiture et c'est la fiche qui me rappelle ça. Et donc, voilà, en allumant mon moteur, en mettant ma ceinture, je relis ce truc-là et hop, c'est déjà reparti. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ces extraits. Vous pouvez retrouver donc Sophie sur le blog coursdejaponais.com et Véronique sur le blog tradanim.com. Si vous voulez aller un petit peu plus loin que l'apprentissage des langues, bien sûr, et aller sur la partie code, je vous conseille vraiment le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes. C'est un guide que j'ai fait avec amour et humour pour les développeurs en devenir ou même pour les personnes confirmées. Je pense que vous passerez un bon moment. Vous pouvez retrouver plein de contenus utiles, notamment d'autres interviews sur le blog coderpourchangerdevie.com. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!